19h, donc ouverture du conseil municipal. Donc l'appel. Monsieur Bourriot. Présent. Monsieur Pimard. Présent. Madame Lefort. Présent. Monsieur Vekelovski. Madame Courtine. Présent. Monsieur Bernier. Madame Picard. Présent. Monsieur Cursel, pouvoir à Madame Lefort. Madame Bartuccio. Présent. Madame Lacombe. Monsieur Delbert. Présent. Monsieur Latex. Présent. Madame Guillauchou. Présent. Madame Altavilla. Présente. Monsieur Medjidi. Présent. Monsieur Dinal, qui va s'absenter pendant le conseil municipal et qui donne pouvoir à Madame Picard lorsqu'il partira. Ah bon. Voilà. Madame Chiave. Monsieur Chapotel, pouvoir à Monsieur Primard. Madame Carca, pouvoir à Monsieur Bourriot. Madame Co, pouvoir à Madame Bartuccio. Monsieur Ferreira. Présent. Madame Gloaguen, pouvoir à Monsieur Bernier. Madame Gay. Présent. Monsieur Vérona. Présent. Monsieur Combe. Présent. Monsieur Gabillot. Madame Baudou. Présent. Monsieur Déré. Présent. Madame Guise. Bien, secrétaire de séance, Sabine, oui. Sabine Picard, y a-t-il des contradictions, des contradicteurs? Non, merci. Donc, brillamment désigné. Alors, premier point, il y a une démission de Madame Strauss. Donc, Madame Strauss a donné sa démission. Elle nous en avait fait part au précédent conseil. Donc, on est remonté sur la liste. Une personne a refusé de monter et Monsieur Gabillot a dit oui. Donc, merci. Ça nous rappelle les temps anciens, M. Gabillot. Et bienvenue parmi nous. Bien. Donc, approbation du PV de la séance du 28 septembre 2023. Bon, il n'y a pas de remarque là. Nous l'approuvons. Merci. Alors, ce conseil va être à deux particularités. Sur la partie plus, notre bureau d'études n'est pas présent, il est dans un pays de l'Est. Elle est très demandée, elle est internationale et du moins jusqu'à présent européenne. Donc on a préparé une visio et elle va suivre un peu, elle va suivre même sûrement tout le plan qu'on vous a mis dans la note de synthèse. Voilà. Si vous pouvez démarrer. Oui, Monsieur le maire, je démarre la présentation. Oui, oui, oui. Très bien. Merci et bonsoir à tous les participants. On Donc, vous désolé d'être à distance. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, je commence? Très bien. Alors, donc la présentation du PLU ce soir va être sur deux parties. Donc, nous allons présenter, en rappel, la procédure de la révision et les modalités et le bilan de la concertation. Donc, normalement, vous allez voter séparément le bilan de la concertation en projet de délibération séparé. Ensuite, toutes les autres pièces du dossier du PLU, c'est-à-dire les rapports de présentation, il y en a 3, le PADD, vous aviez eu déjà le débat là-dessus, les OAP, le règlement écrit et graphique, et on va expliquer les changements qu'on a eus depuis le dernier PLU. Et puis, pour finaliser, on va rappeler le calendrier prévisionnel jusqu'à l'arrêt du projet de PLU qui nous reste donc à faire. Donc, je vais commencer par donc, la procédure et le bilan de la concertation. Si vous souhaitez, je continue jusqu'au bout. Ensuite, vous faites les votes séparément. Sinon, j'arrête après le bilan de la concertation pour faire le vote et ensuite, je reviens. C'est comme vous souhaitez. Voilà. Alors, donc, en rappel, on a démarré la révision du PLU à partir du 2 avril 2021. Nous avons réalisé les études de diagnostic et l'état initial de l'environnement et nous avons détecté les sites stratégiques sur lesquels il fallait travailler pour les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, et aussi les OAP, c'est-à-dire orientation d'aménagement et de programmation. L'ensemble de ce travail était bien entendu réalisé conformément
aux dispositions des documents supracommunaux, notamment le schéma de cohérence territoriale intercommunale de Marne et Gondoire et aussi le programme local de l'habitat aussi à l'échelle de l'intercommunalité. Alors, on rappelle aussi le PLU en vigueur a été révisé en janvier 2015 et ensuite vous avez eu une révision allégée donc en 2019. Entre-temps, il y a eu aussi une modification. Alors maintenant, le plus important, c'est de rappeler comment nous avons travaillé. Nous avons donc démarré en avril 2021 et nous avons donc cette procédure de PLU en deux phases essentielles. Il y a donc la phase d'étude et la phase procédure. Donc jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase étude. Donc en rappel, dans la phase d'étude, nous avons fait première étape le diagnostic, l'état initial de l'environnement. Et pour cela, nous avons réalisé plusieurs réunions de travail et aussi de comités de pilotage, si vous vous souvenez, donc tout au départ. Et puis, nous avons aussi eu des ateliers d'échange avec l'ensemble des acteurs du territoire. Nous avons par la suite commencé l'étape 2, c'est-à-dire la rédaction du PADD. Le PADD a été donc rédigé avec les plans explicatifs pour les orientations, pour pouvoir localiser les orientations. Et donc, pour le PADD, vous avez eu aussi un débat et ensuite un deuxième débat, c'est-à-dire c'est le dernier débat qui compte, qui date du 29 septembre, il me semble. Donc, il y a les dates tout à l'heure de l'année dernière. Ensuite, nous avons l'élaboration des OAP qu'on a fait parallèlement au PADD, mais on les a finalisés plus tard puisque les OAP sont conformes aux orientations du PADD. Et ensuite, nous avons rédigé le règlement écrit et aussi nous avons modifié le zonage, c'est-à-dire le règlement graphique, et tout cela conformément aux orientations du PADD et des OAP. Enfin, une fois que tous ces éléments-là ont été réalisés et bien sûr rectifiés, revus avec plusieurs réunions des personnes publiques associées du comité de pilotage, donc nous avons réalisé les justifications des choix qui étaient donc mis donc à la disposition à la fois des décideurs et aussi nous avons réalisé l'évaluation environnementale par rapport à l'ensemble de ces choix. Donc, quand je dis choix, c'est-à-dire pour le PADD, les OAP et le règlement écrit et graphique. Et puis, nous avons composé le dossier complet du PLU et donc pour préparer l'arrêt du projet du PLU. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, au conseil municipal, vous allez arrêter le projet de PLU. Donc, ce n'est pas encore finalisé, c'est un projet. Donc, c'est un projet, mais qui est prêt à être complètement finalisé puisque, entre-temps, justement, à partir de demain, on entre dans la phase procédure. Il y aura la consultation des personnes publiques associées PPA pour 3 mois. Ensuite, on aura l'enquête publique. Ensuite, on aura au cas où donc des rectifications éventuelles qui doivent être légères, c'est-à-dire on ne va pas toucher le PADD, on va faire uniquement des rectifications donc, ou des corrections matérielles ou des toutes petites modifications qui ne vont pas changer les orientations essentielles. Et puis enfin, vous allez approuver le PLU et tout cela, bien sûr, ça va prendre à peu près 7 mois de procédure à partir d'aujourd'hui pour pouvoir approuver donc le PLU donc, qui sera l'année prochaine. Donc enfin, pour commencer à parler de la modalité de la concertation, il faut rappeler que bien sûr l'ensemble de ce travail de début jusqu'à la fin était donc réalisé en concertation avec les habitants et aussi les personnes publiques associées. Comme vous le savez, les personnes publiques associées, il y a à peu près environ 60 entités en général. Donc, il y a les chambres consulaires, les communes limitrophes, le département, la région, bien sûr l'intercommunalité, partie prenante principale. Il y a aussi les aménageurs des ZAC que vous avez, donc EPA-Marne et aussi Aménagement 77. Il y a aussi association environnementale qui est agréée pour intervenir. Ensuite, il y a d'autres donc entités qui sont donc invitées pour partager ces débats.
et il y a eu 3 réunions des personnes publiques associées durant la procédure. Officiellement, on a besoin uniquement de 2, mais la mairie a souhaité élargir le débat et nous avons réalisé une 3e réunion début de l'été de cette année afin de pouvoir bien finaliser l'ensemble de ces documents. Et puis pour la population, dès le départ, il y a eu la création d'une adresse électronique. Donc, c'est concertation révision générale PLU ville saint-thibault.fr. Sur cette adresse email, il y a eu plusieurs questions, recommandations ou en tout cas des remarques que nous avons recueillies et nous avons dans le dossier bilan de la concertation résumé les questions directes, essentielles et en sachant que là, plus de la moitié des remarques ou des questions concernaient les dates, c'est-à-dire le calendrier de la révision et aussi la possibilité de télécharger les documents au fur et à mesure de leur avancement. Alors, il y a eu aussi 2 articles de fond qui ont été publiés dans la Gazette de la Commune en avril 2021 et aussi en mars 2022. Dans le cadre de la modalité de la concertation, aussi, au fur et à mesure de l'avancement des études, des supports de communication ont été élaborés et diffusés, à la fois sur papier et à la fois surtout sur le site internet de la mairie, sur la page PLU. Il y a eu 6 panneaux d'exposition qui ont été réalisés à partir de 9 décembre 2021. Et les 6 panneaux sont donc le panneau numéro 1, c'était la procédure du PLU. On expliquait le pourquoi du PLU, comment on fait, etc. Deuxième panneau concernait le diagnostic territorial et l'état initial de l'environnement, sur lequel, bien sûr, on a noté l'ensemble des éléments qui sont liés au patrimoine naturel et aussi du bâti, et puis aussi l'ensemble du diagnostic territorial, l'accessibilité du territoire, la question aussi de l'évaluation démographique, etc. Le panneau numéro 3 était surtout sur le logement. Et concernant le logement, nous avons complètement fait l'inventaire des logements sociaux et localisé aussi sur la carte de la commune. Et en plus, c'est-à-dire, c'était des logements sociaux existants depuis 2020 et aussi tout ce qui était en projet et qui était en cours de livraison puisque la commune a eu beaucoup de logements sociaux livrés ces dernières 3 années. Et puis aussi, on a donc présenté le statistique de logement en compatibilité avec le PLH, le programme local de l'habitat. Le panneau numéro 4 concernait l'axe 1 du PADD, et puis le panneau 5, l'axe 2 du PADD, et le panneau numéro 6, l'axe 3 du PADD, puisque chacun des axes du PADD avait déjà un plan général. Et puis, pour rappel, donc l'axe 1 touchait surtout le diagnostic et l'état initial de l'environnement. C'est-à-dire on proposait des orientations liées à la trame verte et bleue, la préservation des espaces verts, des terres agricoles, les comptes de vue, et puis la connexion de l'ensemble de ces éléments des corridors écologiques ensemble. L'axe 2 concernait la question du logement, donc localisation des logements existants, les logements sociaux, et aussi comment on va développer les nouveaux programmes de logement, notamment dans le cadre de la ZAC Centre-Bourg, et puis aussi les autres projets de logement qui sont en diffus prévus sur la commune conformément à la demande et disposition du PLH. Et l'axe 3 du PADD concernait les équipements, c'est-à-dire comment on va développer les équipements et aussi le développement économique sur la commune. Et donc là, pareil, on a localisé les activités qui existaient et aussi les équipements sur la commune et comment on pourrait les développer davantage et avoir la connexion et la mutualisation avec aussi les structures et des équipements intercommunaux. Alors, il y a eu les 6 panneaux d'exposition qui ont été mis à la disposition du public pour qu'il puisse les voir sur les panneaux, donc exposés au centre culturel. Et aussi, les 6 panneaux en format PDF ont été consultables sur le site internet de la commune et en plus, bien sûr, téléchargeables. Parallèlement, au fur et à mesure de l'avancement des études, nous avons réalisé 5 lettres d'information spéciales PLU. Donc, première lettre d'information était numéro 1 sur l'information générale. On expliquait comment on fait, le pourquoi et comment.
concernant le PLU. La lettre d'information numéro 2 concernait le diagnostic territorial. Le numéro 3, le PADD en détail. Donc, à chaque fois, donc, selon l'importance des informations à donner, le nombre de pages était quand même différent. Donc, par exemple, pour numéro 3, le PADD, la lettre d'information comptait 8 pages et le numéro 4 concernait les OAP. Et là aussi, nous avons eu 8 pages de lettres d'information. Et enfin, on a eu le numéro 5 de la lettre d'information concernait donc le règlement écrit et graphique sur 12 pages pour expliquer d'une manière résumée et pédagogique les éléments que nous avons changés entre le PLU actuel et le PLU futur sur lequel vous allez justement arrêter le projet. Donc, l'ensemble de ces éléments ont été, comme j'ai rappelé, bien diffusés, bien indiqués, qui ont servi à la fois comme base de communication et aussi éléments pédagogiques pour la population. Entre-temps, il y a eu 2 réunions publiques. Donc, 2 réunions publiques qui ont réuni environ plus de 60 personnes à chaque fois des habitants sur la commune. Donc, il y a eu donc première réunion publique le 9 décembre 2021 et la deuxième réunion publique le 21 avril 2022. Entre-temps, il y a eu aussi un atelier et visite des sites stratégiques avec un grand comité justement des acteurs locaux. Et c'était un atelier de toute une journée avec les visites des sites. Donc, nous avons travaillé en détail sur le diagnostic et l'environnement, sur les documents supracommunaux, sur des projets, des potentiels aussi du foncier, parce que l'objectif était ne pas ouvrir des terrains à l'urbanisation, sauf bien sûr ceux qui étaient déjà prévus dans le cadre de la ZAC et aussi dans les OAP précédents. Et puis les nouveaux périmètres des projets des OAP, bien sûr, puisqu'il y a eu modification des périmètres des OAP existantes, donc orientation d'aménagement et de programmation, et aussi la création de nouveaux OAP et les détails. Donc tout cela a été travaillé avec l'ensemble des acteurs. Et puis il y a eu 3 réunions des personnes publiques associées, une réunion en 2021, une autre réunion en 2022 et donc la dernière qui datait donc de cet été, 3 juillet 2023. Donc tout ce travail-là a été réalisé en concertation directe avec les habitants et l'ensemble des personnes publiques associées. Maintenant, si on va faire le bilan de la concertation, il faut qu'on regarde la délibération du conseil municipal du 26 juin 2020, c'est-à-dire lorsque vous avez donc voté la mise en place de la révision du PLU. Dans le cadre de cette délibération, vous aviez donc indiqué qu'il fallait donc afficher la délibération, ensuite créer des articles dans le bulletin municipal, créer aussi un dossier disponible sur Internet, faire des réunions publiques avec la population, exposer donc les projets et puis aussi donc faire une concertation large. Donc, si on va faire le bilan, bien sûr, vous avez affiché cette délibération. En plus, il est téléchargeable et consultable. Et nous avons mis donc la copie de cette délibération dans l'annexe du bilan de la concertation que vous avez reçu, qui fait donc une pièce partie prenante du dossier du PLU. Les articles, comme je disais tout à l'heure, il y a eu 2 articles dans la Gazette municipale en 2021 et en 2022. Donc là aussi, vous avez réalisé ce qui était donc prévu. Ensuite, le dossier consultable est disponible sur le site Internet. Bien sûr, comme j'ai indiqué tout à l'heure, le PADD est téléchargeable, les OAP aussi et les lettres d'information ainsi que les panneaux d'exposition. L'ensemble de ces éléments qui étaient même au fur et à mesure rectifiés, revus par donc, les acteurs concernés, à chaque fois, tous ces documents-là ont été mis à jour et aussi remis sur le site Internet. Et puis, pour les réunions publiques, donc il y a eu les 2 réunions publiques aussi. Et puis, pour l'exposition, donc les 6 panneaux d'exposition étaient déjà exposés, en plus téléchargeables. Et consultation large via le net, c'était donc l'adresse email sur lequel il y a eu l'ensemble des questions et aussi des remarques recueillies. Et nous avons apporté toutes les réponses nécessaires dans le bilan de la concertation, donc dans le document. Donc voilà, ainsi, on peut conclure pour dire que
donc, au moment de l'arrêt de ce projet du PLU, les modalités de la concertation ont été parfaitement respectées, en plus ont été renforcées, puisqu'il y a eu un très grand nombre de publications dédiées au projet du PLU. Il y a eu cette large concertation auprès des habitants, à la fois sur la plateforme donc électronique et à la fois en concertation directe, et puis aussi la qualité des débats lors des réunions publiques, et puis aussi donc les comptes rendus réalisés, et surtout aussi toutes les réponses et aussi participation avec les personnes publiques associées. Et donc, on peut finalement dire que ce dossier de PLU inclut l'ensemble de ce bilan de la concertation, et aussi simplement pour dire que la libre consultation de ces dossiers que vous allez aujourd'hui voter vont être de nouveau revus par la population et téléchargeables avant l'enquête publique. Ainsi, la population qui participera à l'enquête publique aura déjà en détail l'ensemble de ces pièces pour pouvoir donner de nouveau leur avis et leurs, bien sûr, remarques. Et puis aussi, bien sûr, il y aura toujours la continuité de l'adresse électronique pour que la population puisse aussi continuer à donner ses avis. Par contre, l'ensemble de ces éléments du bilan de la concertation est bien finalisé, donc bien avant un mois de l'arrêt du projet de PLU, pour qu'on puisse avoir l'ensemble de ces orientations proposées par la population et les personnes publiques associées dans le cadre de ce projet de PLU déjà donc que vous allez arrêter aujourd'hui. Donc voilà, Monsieur le maire, donc comme ça, j'ai présenté le bilan de la concertation. Si vous souhaitez procéder au vote, ou sinon vous me dites si vous souhaitez que je présente tout le dossier de PLU en résumé. Non, on va passer, bon, votre note, vous avez bien retranscrit votre note, sachant qu'il y a un élément qui est venu courant cet été, pareil, document supracommunal, c'est le SDORIF E, hein, la région qui a voté un schéma directeur sans trop de consultation, où nous, on a fait des remarques avec le département et aménagement 77, donc c'est en cours aussi de règlement. Bon, comme vous l'avez bien dit, là on arrête le bilan de concertation et le projet de PLU. C'est un projet. Comme vous l'avez dit, il y a 3 mois encore de consultation des PPA qui sont 57-60, donc ça va encore travailler. Ensuite, il y aura l'enquête publique. Et comme vous dites, si le PLU pourra arriver en phase définitive mai-juin 2024. Sachant que dès à présent, il y a des modifications à faire. Et ça conforte tout ce qu'on a dit depuis le départ à travers les OAP. Les OAP figés des programmes d'aménagement. Et entre-temps, vous avez l'OAP numéro 5, celle qui est sur l'ouest à 104. Ben, l'État a réagi. Hein, ça faisait 5 ans avec Marne et Gondouar Marne et Gondouar devaient acheter les terrains, qui étaient au départ gérés par la FTRP, qui est devenu Grand Paris Aménagement. Et Grand Paris Aménagement reçoit les ordres de manière, on simplifie, de Bercy. Quand Marne et Gondouar a voulu acheter le terrain, on n'avait personne en face de nous, il a fallu beaucoup de négociations. Et là, brutalement, avec les divers projets d'énergie renouvelable et autres, l'État a dit « je vends le minimum de terrain à Marne et Gondouar, mais je garde l'essentiel, à peu près une trentaine d'hectares, pour faire une ferme photovoltaïque. » Donc l'État, à travers une filiale, à travers GPA, à travers une SEM qui travaille pour GPA, se propose de faire une ferme photovoltaïque sur 26 hectares. En gros, c'est l'alimentation entre 5 000 et 6 000 logements. Comment va se passer cette procédure? Déjà, enquête environnementale nécessaire et qui prend une année. On travaille par saison. Voilà. Ensuite, ça a été déjà fait, mais là, il faut la compléter. De là, il y a dépôt de permis et autres.
qui peut, si tout va bien, estimer que cette centrale pourrait démarrer fin 2000, mi-2025, fin 2025. Voilà. Et c'est l'État qui s'en chargera, qui percevra certaines taxes. Elles ne sont pas très rémunératrices. C'est pas des... Bon, nous, on veillera bien sûr à faire de l'agrovoltaïque pour les animaux et autres. Voilà. Mais là, on sait que le projet de l'OAP 5 est fixé. En fonction de ces 26 hectares que va aménager l'État, l'État fera la voie qu'on a toujours demandée, depuis l'autoroute jusqu'à l'entrée des zones d'activité de Marne-et-Gondoire, de Saint-Thibault-et-Lagny. Donc ça, c'est acté, tout ça, c'est acté. Et le long de l'autoroute, au plus au nord, il y aura un petit village d'entreprise artisanale, voilà. Donc tout ça, c'est bien au clair. On verra avec vous, Madame Casal, pour le caler. Dans la dénomination des zones N, vous en avez créé plusieurs et c'est parfait, ça va tout à fait coller. Voilà, donc il y a l'OAP 5 qu'on va figer, il y a l'OAP 2 et l'OAP 3 peut-être qu'on va un peu bouger parce que, vous savez, les OAP, on l'a toujours dit, et heureusement, les OAP ne peuvent se réaliser qu'avec le concours des propriétaires. Sur l'OAP2, on a fait intervenir les PIF, qui est un organisme public qui dépend de Grand Paris Aménagement et de la région. Or, il se trouve que des propriétaires ne voulaient pas vendre. On a dit, très bien, on l'a réduit. Seulement, malheureusement, certains propriétaires décèdent et les héritiers reviennent à la charge à travers des agences immobilières. Et ce qui fait qu'on a bloqué. Donc, elle va être réduite. On va pouvoir acquérir au moins une ou deux parcelles à travers ces héritages, mais on va la réduire. Et l'OAP 3, on va la modifier dans la mesure où, de la même façon, il y avait 3 propriétaires concernés, 4 même. Bon, il y en a un qui s'est fâché, ça arrive, ça arrive. Et donc, on va réduire l'OAP à 15 maisons individuelles qui seront moyen standing, voire haut standing, on verra, haute qualité, et on va réduire cela en accession. Donc, c'est des petits ajustements, mais au moins, l'avantage des OAP, il y en a 11, il y en a d'autres qui vont bouger avec EPA aussi, parce que les choses, il n'y a rien de tel et de mieux que quand l'on fixe un projet, ça mène la discussion, ça mène les gens à avancer aussi dans l'élaboration et l'achèvement de l'OAP. Et donc, avec EPA-Marne, on a là actuellement un certain nombre de discussions. Ça ne change pas fondamentalement, mais au moins, la commune gère les aménagements et gère des aménagements qu'elle juge prioritaires. Voilà. Donc, merci de votre travail. Merci. Là, on rentre dans la phase encore discussion. Il y aura l'enquête publique, et l'enquête publique aussi, c'est l'ouverture encore à des aménagements, rien n'est figé. Et le plus, c'est, il faut le dire, c'est 2 ans et demi de travail. C'est pas neutre. Et à chaque fois, des règles environnementales qui bougent, et à chaque fois, c'est une adaptation. Et un plus, comme on l'a toujours dit, n'est pas définitif. Il évolue en fonction... Là, on voit bien, on traverse une crise du logement avec une modification des superficies de logement, tout ça. Il y a un certain nombre de critères qui vont bouger. Donc, le plus va intégrer tout cela au fur et à mesure. Voilà. Merci à vous. Vous restez un peu avec nous et après, on va vous libérer. Merci à vous. Très bien. Vous n'avez pas fini ? Si ? En fait, simplement, si vous souhaitez, uniquement pour vous présenter en rappel donc, la position des OAP. Donc, OAP numéro 1, pour rappel, c'est la ZAC, donc Centre-Bourg. Numéro 4, qui est donc à l'emplacement de la mairie actuelle avec, donc, on a élargi en fait le site pour inclure aussi le jardin qui est juste à côté. Le numéro 2 et 3 par rapport à l'ancien donc PLU, leur périmètre ont modifié. Monsieur le maire a rappelé que leur programme aussi est en cours de modification.
Ensuite, il y avait le numéro 6 qui est finalisé, mais nous avons maintenu la numérotation. Numéro 7 qui est donc dans les cadrans, ici, partie nord. Le numéro 5, surtout, c'était l'OAP numéro 5 à l'ouest de la A104, qui est vraiment essentiel. Et Monsieur le maire a rappelé que nous avons beaucoup travaillé là-dessus avec les acteurs concernés et que nous avons finalement nous sommes arrivés à des solutions présentées aussi avec la communauté d'agglomération. Numéro 8, c'est au centre culturel et avec l'ensemble du parking autour et les commerces à bien structurer dans l'avenir. Le numéro 9, c'est surtout l'emplacement actuel de l'usine qui, qui existe avec des parties de logement pour qu'on puisse par la suite trouver des cohérences ensemble. Alors, ce que quand même je voudrais dire aussi, c'est que au numéro 10, il est prévu aussi des programmes de logement et aussi donc des centres pour personnes âgées. Et surtout, le numéro 11, c'est pour préserver l'école des compagnons qui existe et davantage la connecter avec les espaces verts en continu sur la commune. Pour rappel, Monsieur le maire, il faut qu'on dise aussi, c'est que dans le cadre de ce PLU, il y a eu donc davantage de protection de l'environnement, puisqu'il y a eu plus de rajout des espaces verts et paysagers protégés à titre du PLU. Il y a eu aussi maintien du taux de boisement avec les EBC, c'est-à-dire espaces boisés classés. Il y a eu quelques changements. Peut-être ça, c'est quand même... Voilà, ça, c'était le rappel du PADD que vous connaissez déjà. Les OAP, donc les 11 qu'on a vus sur le site, c'était les 6 existants que nous avons donc les autres ajoutés. Tout cela était déjà revu lors d'autres réunions. Si vous avez des questions, on peut revenir là-dessus. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de voir bien la différence entre le plan de zonage actuel et le plan de zonage que nous avons réalisé, puisque le plan de zonage, le nouveau, propose beaucoup plus d'espaces verts, rien que dans la ZAC du centre-bourg, dans l'ancien PLU, l'ensemble de la ZAC était en zone à urbaniser, alors que le PLU actuel, en fait, a présenté une proposition à mettre une zone naturelle dans la ZAC même. Et donc, l'aménagement 77 a bien accepté cette démarche. Il y a eu aussi la création d'autres zones N dans d'autres parties de la ZAC et d'autres parties de la commune, surtout dans l'OAP numéro 5 aussi. C'est la raison pour laquelle il est important à voir ici, sur cette page que je montre, la création des nouvelles zones N naturelles, puisque nous avons créé zones naturelles de plateforme écologique pour toutes les parties que Monsieur le maire a rappelé tout à l'heure, pour la partie justement plateforme pour le photovoltaïque et les fermes. Et puis surtout aussi, il y a pour les gens du voyage des propositions pour les terrains familiaux et aussi les aires de voyage qui existent déjà. Et surtout un élément important et nouveau, la création des zones naturelles humides. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il faut préserver les zones humides. C'est la raison pour laquelle il y a un nouveau zonage spécifique, un règlement spécifique. Donc, le PLU actuel, dans l'OAP numéro 5, propose des espaces naturels, alors que dans le PLU en vigueur, dans l'OAP numéro 5, les propositions réglementaires concernent des zones à urbaniser. Donc, ça veut dire qu'en fait, le nouveau PLU que vous allez arrêter aujourd'hui, le projet, propose plus de protection de l'environnement et de la nature et plus de création des espaces donc naturels. Donc ça, c'est en résumé pour bien vérifier les choses. Et puis, concernant les OAP, les changements, vous avez vu, c'était modification des périmètres des précédents et surtout le rajout des nouveaux. Les emplacements réservés aussi ont été modifiés. Les emplacements réservés que vous avez déjà dans les dossiers du PLU, donc de numéro 1 jusqu'au numéro 4, sont maintenus. Tout le reste qui était précédemment sont déjà donc réalisés ou qui n'ont plus on n'en a plus besoin, mais il y a eu la création de tout le reste de numéro 5 au numéro 13. Donc c'est quand même très important à vérifier aussi leur localisation sur le plan de zonage. Ils sont numérotés et puis dans les ronds, comme vous voyez, et les OAP sur le plan de zonage, ils sont aussi bien sûr mis.
Ici, si vous voyez mon curseur, justement en zone N, on est vraiment dans le périmètre de la ZAC. Et donc, imaginez-vous la grandeur de cet espace naturel que la mairie a souhaité créer au détriment, donc initialement, à urbaniser. Donc, c'est quand même un très, très grand changement et un avancée complète dans le cadre aussi de la loi biodiversité, parce qu'avec les zones naturelles, on va aussi protéger la biodiversité et la faune et la flore. Et surtout, ici au sud, de la partie sud de la ZAC, pareil, il y a 3 parties zones naturelles créées, ainsi qu'un emplacement réservé en zone naturelle spécifique pour y créer aussi, donc comme précédemment existait déjà une autre zone NE, et puis une autre zone NE aussi ici. Donc, et puis aussi protection bien sûr avec l'ensemble de ces parties boisées qui existaient déjà comme ceinture verte de la ZAC. Donc, c'est très important de remplir tous ces avancées et aussi la protection, bien sûr, aussi des cours d'eau et aussi, bien sûr, de la Marne que vous aviez déjà donc vu dans le cadre du PADD. Et puis, finalement, aussi la prise en compte, comme je disais, des aléas qui existent sur la partie ouest de l'autoroute A4. Et ici, sur toute cette partie, comme vous voyez, on est en zone N, sauf la petite partie ici où il y aura des activités économiques qui est prévue en plus dans le SCOT, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment en conformité avec les documents supracommunaux, et la création, donc comme vous voyez ici, les zones naturelles, voilà, et puis nous avons fait bouger les zones donc boisement classées, on a élargi cette partie au nord et on a créé des nouveaux ici. Donc, vous voyez donc des changements que vous avez vus déjà dans le dossier de justification, donc des changements qui sont allés plus dans le sens de la protection. C'est la raison pour laquelle l'évaluation environnementale que vous avez aussi comme rapport de présentation numéro 3 présente bien que l'impact de ce projet sur l'environnement est tout à fait maîtrisé et nous avons énormément aussi de mesures compensatoires à chaque fois que nous avons bougé quelque chose et nous avons créé donc davantage des mesures compensatoires comme espace vert naturel et ici donc le nouveau plan de zonage que vous pouvez comparer avec donc l'existant puisque nous avons gardé exactement puisque nous sommes en révision du PLU, nous avons gardé la même présentation du plan de zonage actuel pour pouvoir comparer les propositions ensemble. Et puis, bien sûr, sur le nouveau plan de zonage, vous avez la nouvelle liste des emplacements réservés et puis aussi l'ensemble des nouvelles propositions avec donc les positionnements, y compris en couleur orange. Vous voyez, ce sont les périmètres des OAP. Et tout ce qui est donc périmètre rouge, ce sont le changement de zonage, c'est-à-dire ce sont les mêmes zones qui existaient déjà pour les zones urbanisées, sauf il y a eu création aussi une petite sous-zone UC petite A sur cette partie sud de la commune, simplement pour modifier le règlement lié à la clôture. Voilà. Donc, en général, pour dire que sur les parties à urbaniser, il y a eu plus de création d'espaces naturels. Sur les parties déjà urbanisées, il y a eu très peu de changements. Même sur ces parties-là, on a ajouté davantage des espaces naturels et paysagers à protéger au titre du PLU. Et la rédaction du règlement a été complètement modifiée puisque nous avons respecté la nouvelle norme de rédaction du PLU. Ça veut dire que vous n'avez plus les 14 articles que vous avez connus ou les 16 plus tard. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une rédaction différente sur 3 parties du règlement. Voilà. Et enfin, Monsieur le maire, pour rappeler, donc aujourd'hui, donc vous allez voter pour l'arrêt du projet du PLU. Et ensuite, vous allez démarrer dès demain la consultation des personnes publiques associées 3 mois. Ensuite, donc, on aura l'enquête publique le mois de mars 2024. On attendra donc ensuite pratiquement un mois pour avoir le rapport du commissaire enquêteur, c'est-à-dire on arrive fin avril. Donc, si tout va bien, donc début mai, vous pouvez voter, approuver le PLU. Sinon, s'il y a quelques modifications à réaliser, nous pourrons le faire courant le mois de mai. Ainsi, il y aura l'approbation du PLU fin mai 2024.
Voilà, merci. Donc, s'il y a des questions, voilà, et je peux revenir sur les plans si vous souhaitez. Très bien, merci. Bien. Oui, juste pour revenir un peu, puisque depuis quand il y a eu les consultations, ce qu'on peut vous dire, déjà, parce que les dossiers avancent et on a des retours, le secteur l'OAP 9 Saurin, pour l'instant, Saurin reste à Saint-Thibault. Voilà. Hein. Mais on prévoit un futur. Voilà. L'école des compagnons, c'est l'OAP 11. On a grande chance, hein, je touche du bois, que les compagnons restent. L'idée, c'est qu'ils réaménagent, qu'ils refassent un projet. Vous voyez, le fait de figer, comme je vous l'ai dit, de fixer, ben, les décisions se prennent et on fait évoluer les dossiers. Voilà. Donc, Madame Casal a retracé toute la démarche entreprise depuis le vote de la révision générale du PLU. Donc là, on arrive au point où, je dirais, on valide le bilan de la concertation, hein, qui a été lourde, mais nécessaire. Et puis, on arrête le projet de révision générale du PLU, sachant que c'est un projet et qui peut évoluer. Voilà. Y a-t-il des remarques ? Oui, on aura quelques observations à faire. Je vais commencer et puis mais les autres élus interviendront aussi par la suite pour compléter les propos. Merci pour cette présentation très détaillée, mais on aurait pu en faire une présentation un peu différente si ça avait été nous qui avions fait cette présentation, notamment par rapport au fait, je n'ai pas... On sait pas non, monsieur le maire, laissez-moi m'exprimer puisque vous ne savez pas ce que je vais dire. Et moi, je ne vous ai pas interrompu, ni madame Casal, quand elle a fait sa présentation. Donc, on a été attentifs. Maintenant, c'est à notre tour de nous exprimer. En tout cas, si on peut avoir un débat dans cette instance. Donc, moi, je vais revenir sur les parties environnementales. Et je me permets d'interpeller notre adjointe au cadre de vie, et donc je suppose à l'environnement, sur un certain nombre de points, puisque dans la présentation qui nous a été faite, qui finalement est très idyllique en matière d'environnement, il y a quand même certains points qu'il faut remettre dans son cadre. D'une part, il y a une loi, ERC, éviter, réduire, compenser. Dans votre projet, vous avez surtout de la compensation, donc forcément, vous détruisez des choses d'un côté, vous allez compenser de l'autre. Le cas des espaces boisés classés est un exemple qui est bien illustré dans les documents. Donc, n'allez pas dire que vous faites plein de choses magnifiques en matière d'environnement, si ce n'est de modifier des zonages. Mais ce que vous ne dites absolument pas dans votre présentation, c'est que toutes ces constructions qui vont être faites vont imperméabiliser les sols, vont faire disparaître un certain nombre d'espaces, on va dire, naturels. Alors, pas naturels au sens zonage, mais au sens, c'est de la nature. Hein, on va prendre des termes non techniques. Hein, n'oubliez pas que quand on veut aussi consulter ou concerter l'habitant, il n'a pas forcément l'expertise des éléments qui sont présentés par la suite. Donc, moi, je veux bien des chiffres hein, sur toute l'imperméabilisation qui va être faite, parce qu'on peut dire après qu'on met tout ça en zone naturelle, sauf que derrière, les constructions auront eu un impact sur des zones de nature, puisqu'on ne bétonne pas là où il y a déjà du béton. Hein. Par ailleurs, sur un certain nombre de choses, vous dites effectivement, on fait beaucoup de choses en matière d'environnement. Simplement, moi, je m'interroge. Il y avait 2 OAP thématiques qui étaient prévues. Vous n'êtes pas revenu sur le fait qu'il y en a une qui a disparu et qui n'a pas été maintenue, qui est l'OAP qui permet de mettre en valeur les protections de ce qu'on appelle les trames bleues et les trames vertes, donc on va dire la protection de tout ce qui est cours d'eau et nature. Vous l'aviez défendu comme une valeur environnementale, elle a complètement disparu et pour autant il n'y a aucune mention ou explication spécifique là-dessus. Donc je suppose que c'est votre choix de faire des autres zonages, mais ça n'a pas du tout la même portée politique. Je continue, monsieur le maire, je n'ai pas fini. Et je pense que... Le problème, c'est que vous dites, je m'excuse, n'importe quoi, parce que c'est évoqué dans le document. C'est évoqué. Alors, il y a un endroit... Vous avez oublié une trame.
Allez, laquelle? Alors, Laquelle? l'OAP Vous parlez de la verte, de la bleue, Non, et vous avez oublié la Alors, noire. est-ce que je peux me permettre de finir ce que je dis? Oui, Parce oui. que moi, j'ai interrompu personne. Donc, si je peux finir, vous regardez, vous avez bien Désolé, des OAP. mais vous êtes à côté de la plaque. Non, je ne suis pas à côté désolé. de la plaque, Vous êtes à monsieur le maire. Bah, lisez les documents, regardez. Ce que j'ai dit jusqu'à maintenant n'est pas à côté de la plaque. Et vous regardez dans les documents qui nous ont été fournis, vous faites une comparaison de ce qui nous a été fourni à un conseil municipal et de ce qui nous a été fourni maintenant. Je vais me décaler parce que monsieur Plumard ne me voit pas bien. Les OAP, vous avez les OAP que moi je vais dire sectorielles avec un certain nombre de constructions, et vous avez une OAP thématique patrimoine, et l'autre OAP, en tout cas dans certains documents, il est fait mention, et dans d'autres, elle a disparu, et elle n'apparaît plus comme ça l'était avant. Pourquoi? Oui, mais je peux répondre là? Je peux finir? Non, mais je voudrais finir, j'ai encore d'autres choses. Est-ce qu'il est possible que je finisse? Non, est-ce qu'il est possible que je finisse mon intervention? Je n'ai coupé personne jusqu'à maintenant. Donc, je voudrais finir avant qu'on nous dise qu'il n'est plus possible d'intervenir. Sur les arbres aussi, il est mis à plusieurs reprises que seront conservés les arbres très remarquables ou les plus remarquables. Et donc, moi, je serais intéressée de savoir quels sont les critères et quels sont les critères que vous avez gardés, puisqu'il y a des labellisations et des classifications par rapport aux arbres remarquables. Monsieur le maire, si vous continuez à faire, je ne sais pas, le mime, c'est le mime Marceau. Bah, non, mais moi, quand vous parlez, je ne m'amuse pas à manquer de respect, à faire n'importe quoi en face de vous. Voilà, donc un minimum de respect, c'est éviter de s'agiter sur son siège en prenant les gens pour des imbéciles. Non, vous ne l'avez pas dit, mais la façon dont vous vous comportez, c'est un peu la même chose. Hein. La caméra n'est pas dans votre sens. Je ne sais pas si on vous a filmé. Non, toutes les réponses non, puisque justement je me suis rapprochée d'organismes par rapport aux terminologies qui étaient utilisées dans les documents que vous avez fournis, et donc je vous demande quels sont les critères pour classer des arbres très remarquables ou plus remarquables. Et enfin, nous avons des questions, puisque régulièrement dans le PADD, il est marqué la même chose, répété, sur les types de construction. On va essayer de faire du bas carbone, mettre des énergies renouvelables. Hein. Par exemple, sur le permis de construire, il me semble, pour un lot de maisons, pour la ZAC du centre-bourg, qui devait avoir des panneaux photovoltaïques, ils n'ont plus ces panneaux. Donc, on peut se poser la question, quel est le cahier des charges qui va être imposé, entre guillemets, ou qui va être vérifié pour que tous les critères qui sont vantés en matière d'environnement dans les documents que vous nous fournissez sont bien la réalité. Il y a des fois, ce n'est pas une obligation, c'est simplement des possibilités. Donc, c'est notre rôle aussi de veiller au cadre de vie et de ce qui va être fait en matière d'environnement. Donc, je ne sais pas si en matière d'environnement, il y avait d'autres qui voulaient intervenir et faire des compléments. Il y en aura sûrement sur d'autres sujets, mais on peut vous laisser répondre déjà à cette partie. Mais tout ça, les réponses, elles viendront, elles seront là. Vous avez lu le CRA d'aménagement 77 par rapport au projet d'origine. Sur les 28 hectares de la ZAC, la zone urbanisable, elle a été réduite à 11 hectares. Et on va vous préparer, on est en train de le préparer à titre d'information. À titre d'information, on est en train de préparer une petite vidéo qu'on mettra sur notre site et vous aurez tout loisir de la consulter. Et comment on marque les arbres caractéristiques? C'est qu'il y a des spécialistes, entre autres des paysagistes, des monuments historiques, qui travaillent pour l'aménageur, qui ont répertorié tous les arbres et qui ont marqué les arbres. Et entre autres, parce que la partie la plus à développer, c'est la ZAC. Et vous verrez dans la ZAC, il y a des marques violettes, ce sont les arbres à conserver. Et les aménagements se feront autour de ces arbres. Voilà. Alors, je vais laisser Madame Casal, si elle a bien tout retenu. Vous pouvez répondre à Madame Bise? Oui, bien sûr, monsieur le maire. Merci. Voilà.
Donc, en tout cas, merci pour les questions parce que comme vous le savez, je suis très attachée à l'écologie et vos questions me tiennent à cœur et je pense que vous pensez pareil que moi pour la protection de l'environnement et l'écologie. Pour revenir à votre première question, c'est-à-dire éviter, réduire et compenser, quand je parlais de compensation, je parlais des espaces boisés classés puisque ici, vous voyez la zone N, si vous voyez mon curseur au sud de la commune, cette partie N qui reste naturelle, dans le précédent PLU, enfin précédent, c'est-à-dire qui est toujours en vigueur, sur cette partie, vous avez EBC, c'est-à-dire espace boisé classé. Or, il se trouve pour des contraintes techniques, la communauté d'agglomération avait besoin de déclasser cette partie. C'est la raison pour laquelle nous avons compensé cette partie perdue sur la partie où nous avons pu le faire, c'est-à-dire sur donc l'OAP numéro 5. C'est là où on a compensé. En revanche, pour éviter justement, c'est-à-dire pour éviter tous les autres pertes d'espace à la fois naturels ou aussi éviter tout autre dégâts liés au changement climatique, etc., puisque c'est là où nous avons besoin aussi de faire des espaces verts, notamment pour lutter contre l'îlot de chaleur urbain. Ça, c'est quand même très important et c'est une nouveauté. Donc, vous verrez que nous avons bien noté ces éléments dans le rapport de présentation numéro 2 et aussi l'évaluation environnementale. Nous avons bien insisté là-dessus, le fait que sur justement toutes les parties déjà urbanisées, nous avons renforcé et ajouté davantage d'espaces verts et paysagers protégés à titre du PLU. Et puis surtout, réduire. Réduire, on a travaillé. Monsieur le maire a bien rappelé, c'est que rien que dans la ZAC, il y a eu beaucoup de réduction d'espaces à urbaniser et la création, donc comme vous voyez là, toute cette superficie de zone N, donc c'est plus en fait d'un tiers de toute la ZAC, alors qu'initialement, l'ensemble était à urbaniser. Donc, la comparaison que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est en comparaison avec le PLU en vigueur. Ce n'est pas dans l'absolu par rapport au terrain qui existe. Bien sûr, quand on regarde aujourd'hui la ZAC qui n'est pas construite, on va dire oui, pour le moment, ce n'est pas du tout urbanisé. On va urbaniser quand même plus de 11 hectares. Oui, ça apparaît beaucoup, mais en revanche, la comparaison avec le PLU en vigueur, qui était déjà donc mis en réglementation à urbaniser, nous sommes dans un avancé donc très très significatif avec la création des zones naturelles au nord de la ZAC, y compris dans le sud de la ZAC, comme cité préalablement, et aussi dans l'OAP numéro 5, dans le PLU actuel, l'ensemble de l'OAP numéro 5 est considéré à urbaniser, avec une toute petite partie qui était mise en zone naturelle ELEC, c'est-à-dire ce qui est sous la ligne uniquement de très haute tension, alors que nous avons donc recréé une nouvelle orientation d'aménagement pour préserver l'environnement et ne pas laisser imperméabiliser les sols uniquement dans la voie qu'on va donc avoir une voie nouvelle et tout le reste des terrains vont être donc en infiltration, sauf bien sûr aussi la partie terrain naturel, il y aura une petite imperméabilisation, la partie où il y a l'appositionnement des logements pour les gens du voyage et le reste du terrain va rester en infiltration directe. L'ensemble aussi des espaces verts bien sûr à protéger et à créer dans le cadre de chaque parcelle réglementée dans le cadre du règlement. Bien sûr, il y a aussi un taux donc espace vert de plein terre. De plein terre, c'est pour justement l'infiltration directe des eaux pluviales pour donc réduire l'imperméabilisation. Donc là, c'était pour répondre à vos questions. On ne fait pas que compensation, on réduit bien sûr les risques, on réduit l'imperméabilisation et on réduit les espaces à urbaniser et surtout on évite énormément de dégâts possibles par rapport donc à des risques qu'on pourrait avoir donc avec le changement climatique. Maintenant, concernant l'OAP Tram vert et bleu. Bien entendu, tout au départ, nous avons annoncé que nous allons créer une OAP, certes c'était tout au début de l'étude, une OAP spéciale Tram vert et bleu. Mais quand nous avons avancé le travail
Et quand nous avons trop détaillé le PADD, Monsieur le maire se souvient, il était subjugué parce que nous avons créé carrément une PADD, enfin un PADD comme si c'était un SCOT, c'est-à-dire on est allé trop dans les détails avec 47 défis, avec 6 priorités, 3 axes très très détaillés. Et donc l'axe numéro 1 qui touche justement l'environnement était tellement détaillé que ça a servi comme trame verte et bleue. Donc lors des réunions de travail, avec les personnes publiques associées, notamment la communauté d'agglomération, donc on a eu ce débat. Ils nous ont dit déjà l'axe 1 du PADD, ça fait trame verte et bleue, d'autant plus que l'ensemble de ces éléments des espaces verts, paysagers protégés à titre du PLU, plus les espaces boisés, etc., vont être, y compris avec la trame verte, vont être présents sur le plan de zonage. Donc, il y a eu l'idée de ne pas donc alourdir le dossier du PLU parce que ça sera une répétition. Ce sera exactement la même chose que je vais faire copier-coller de l'axe 1 du PADD dans un document à part. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a pris position de ne pas recréer une pièce à part pour l'OAP trame verte et bleue parce que le contenu est déjà présent dans le PADD, donc axe numéro 1, et aussi sur le plan de zonage. Voilà pour répondre. Sinon, Monsieur le maire, si vous souhaitez, donc on pourra le refaire puisque c'est simplement copier et coller, sauf ce n'est pas pertinent puisqu'on va alourdir le dossier du PLU. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans les nouvelles propositions, nous avons supprimé l'OAP trame verte et bleue. Donc, vous avez vraiment les anciens, enfin, tout au début du travail, bien sûr, on pensait le créer séparément, mais comme j'ai expliqué, on a tellement détaillé le PADD, il n'y a plus besoin. Les arbres remarquables, Monsieur le maire a rappelé, donc ça sera bien sûr au fur et à mesure avec la maîtrise d'œuvre à bien détecter les arbres et bien sûr il y a des réglementations spécifiques pour les arbres remarquables pour pouvoir donc bien les préciser et lors aussi bien sûr des permis de construire, tout cela aussi sera déjà bien précisé pour pouvoir justement éviter leur démolition et puis les protéger davantage. Monsieur le maire aussi, on peut aussi rappeler que vous avez le slogan Un arbre, un habitant qui sera vraiment respecté puisque c'est aussi dans les objectifs du PADD. Autrement, dans tout ce qui est dans le PADD pour les énergies renouvelables, il faut qu'on dise aussi que ce sont des orientations et ils vont être au fur et à mesure respectés. Et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que le règlement du PLU le permet. Et donc, ça veut dire que même si ce n'est pas réalisé tout de suite, dans les années futures, au fur et à mesure des rénovations et des permis de déposer, permis d'aménagement ou de construire, il y aura cette proposition que la mairie puisse accorder donc la possibilité de mise en place sur les toitures des panneaux photovoltaïques ou autres. Donc, c'est-à-dire ce sont des possibilités qui étaient mises, mais ça ne veut pas dire que ça va être tout de suite puisque on ne peut pas imposer à des gens de le faire tout de suite. Mais le PLU donne cette orientation et donne cette possibilité à partir du moment où il y aura la possibilité de sa mise en œuvre. Voilà en résumé les réponses que je peux apporter. Alors juste un complément, en fait, là vous avez effectivement indiqué sur la ZAC du centre-bourg, et il y a eu, en tout cas pour la ZAC du centre-bourg, il y a eu un certain nombre de concertations et de groupes de travail et de balades urbaines. En revanche, il y a d'autres OAP. C'est bizarre, on n'a pas parlé de. Elle n'a jamais été citée, l'OAP 4 là dans la présentation. Je ne suis pas bien sûre que l'OAP 4, c'est Parc du Château pour ceux qui ne sauraient pas, ça soit le meilleur exemple en matière de garder un parc de vision environnementale. Mais ça, c'est propre à chacun. Je comprends bien qu'on n'a pas la même vision, donc chacun sa vision, et on interviendra à un moment donné. Par contre, je pense qu'il va falloir changer le contenu du document, puisque vous venez d'indiquer un arbre, un habitant. Donc d'ici 2035, on aura 10 000 arbres de plantés. Donc voilà, moi j'avais pas lu ça dans le document, c'était pas ça, c'était marqué un arbre, un logement, mais d'un autre côté, vu le nombre d'arbres qu'on abat, il faudra quand même voir l'équilibre entre tout ce qui est détruit et ce que l'on rajoute. Et un arbre qui a 40, 50 ou plus d'années ne rend pas du tout le même service qu'un arbre-tige, puisqu'il y a un certain nombre d'arbres-tiges qui vont être plantés. Donc on ne va pas
débattre pendant des heures, mais il y aurait des sujets très intéressants à débattre Merci, sur Madame la partie Bise. environnementale. Merci. On aura revanche, l'occasion de s'expliquer là-dessus. à Voilà. s'expliquer, je ne sais pas, parce que vous ne nous Si, associez si, pas oui, au cours des différentes Oui, vous en réunions avec faites les pas. parties prenantes, etc. Donc, Oui, oui. On je aura, s'il y a 2 ans et demi de travail, il y a des partages avec la DDT, avec l'État. Vous savez que l'État, c'est pas à vous que je vais le dire. Je ne travaille pas pour l'État, je vais vous le redire encore une fois, Ah parce bon, que je je pense croyais- que vous n'avez toujours pas croyais que compris, vous mais c'est étiez pas grave, je vais associé. répéter Non, mais jusqu'à temps que vous quand compreniez. je parle de l'État, c'est pas de vous que je parle. De l'État, c'est pas de vous. Quand l'État, avec ses règles, les lois qui sortent toutes les 15 du mois, je vous prie de croire qu'on est très encadré. Non, après, je vous parle des échanges avec nous, là, les 7 qui sont là. Donc, il n'y en a pas du tout sur le processus de concertation qui a été très bien présenté, etc. Oui, vous avez une adresse, oui. Je pense qu'on aura beaucoup de réponses quand on dépose sur les adresses. Monsieur le maire, peut-être pour l'OAP numéro 4, il est important qu'on rappelle que c'est l'ABF qui intervient aussi, puisque ce qu'on appelle le château, mais en réalité c'est un bâtiment qui a une certaine valeur, et qui va donc être complètement réhabilité pour accueillir la nouvelle mairie avec ses nouvelles fonctionnalités. Et la mairie actuelle restera comme annexe technique de ce bâtiment qui sera relié ensemble ici, comme vous voyez. Toute cette partie, ça sera mise en valeur aussi d'une manière paysagère, et aussi l'ensemble de ces parties vont rester en espace vert et les arbres remarquables vont être maintenus. Ça sera en relation directe avec le jardin qui restera maintenu et réhabilité, bien sûr avec les rangées de tilleuls qui sont complètement protégées. Et donc ici sur la rue de Chemin des Fours, les bâtiments seront de très bas niveau pour pouvoir avoir la visibilité avec, vous voyez ici, des ouvertures, aussi des percées visuelles, et aussi le bâtiment à l'intérieur qui sera de qualité environnementale, bien entendu, et puis aussi, bien sûr, avec beaucoup d'espaces verts, comme vous voyez sur le site. L'ABF participe à l'ensemble de ces propositions, à la fois sur la volumétrie des bâtiments, leur orientation, la protection bien sûr des espaces verts sur le site, les arbres remarquables, etc. Donc c'est pour dire que l'OAP numéro 4 est très très encadré et ça apporte énormément de valeur écologique puisque c'est un projet qui à la fois respecte les nouvelles normes, bien sûr, de construction, en plus va au-delà puisqu'on est vraiment en connexion avec beaucoup d'espaces verts sur le périmètre de ce document. Même y compris les entrées des parkings, etc. Tout est complètement étudié pour laisser la place uniquement aux piétons sur l'ensemble du site. Voilà en résumé pour rappeler que l'OAP numéro 4, peut-être vous n'aviez pas saisi en fait l'intérêt ou en tout cas des aménagements, mais l'ABF est tout à fait présent et l'aménagement, on peut dire que c'est vraiment, vraiment dans le cadre de la protection de l'environnement et du paysage. Voilà. Madame Casal, voilà. Bien, donc après ces débats, ils continueront. Vous avez encore 7 mois de débat. Donc nous proposons de passer, d'approuver le bilan de la concertation tel que présenté. Je voudrais vous dire notre positionnement, nous, oui. de chez nous. Donc je voudrais simplement dire que n'étant pas associés à leur élaboration, nous découvrons dans le... Oui, et je vais faire le maximum, monsieur, comptez sur moi. N'étant pas associés à leur élaboration, nous découvrons dans le délai purement réglementaire qui vous est imposé, soit une semaine avant le Conseil, le détail des projets majeurs que vous avez décidé de mettre en œuvre pour l'avenir de notre ville. Ça va, monsieur Bourriot, vous suivez là? Nous mettons encore une fois devant le fait accompli. Aujourd'hui, il s'agit de la révision générale du PLU, lancée en 2020, date depuis laquelle nous avons toujours eu une position claire. Nous refusons d'adhérer à ce projet dont l'objectif est une urbanisation massive sur des terrains jusqu'alors préservés, au détriment des besoins actuels des Théobaldiens en matière de sécurité, d'environnement et d'équipement public. Très bien. Cette vision de l'avenir de notre ville n'est définitivement pas la nôtre, ni celle de nombreux de nos concitoyens qui s'en ouvrent à nous régulièrement. J'en veux pour preuve le mécontentement grandissant des riverains des 2 nouveaux immeubles situés de part et d'autre de la rue de Lagny,
où plus aucun croisement de véhicules n'est possible et où l'insécurité pour les piétons est évidente. Devant ce projet calamiteux, nos administrés sont en droit de douter de la mise en valeur du centre-bourg par les futures constructions envisagées dans le parc du château qui comprennent des immeubles sur pilotis dont la hauteur sera supérieure à celle du clocher de notre église. Pour nous, c'est une aberration parmi d'autres. Comme ont pu les détailler mes colistiers, pour ces différentes raisons, notre liste L'Avenir Ensemble s'oppose totalement à vos projets. C'est pourquoi nous votons contre l'arrêt du projet de révision générale du PLU que vous nous soumettez aujourd'hui. Voilà, cher... Oui, non, mais c'est bien qu'on dise comme ça. Oui, c'est pour ça que je ne suis pas resté. Hein. Il y a des gens autour de là qui ont peut-être peur, mais moi non. Hein. Je n'ai surtout pas peur de vous. Hein. Oui, parlez. Oui. Il faut nous informer. Hein. Il faut nous informer. Il faut nous associer. Vous allez faire quoi? Non, mais elle est terminée. C'était vachement intéressant. Bilan de la concertation. Qui est contre? C'est vous? Oui, d'accord. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Ensuite, le projet, on valide le projet, l'arrêt du projet, sachant qu'il pourrait être amendé. Donc, arrêt du projet de révision générale du PLU. Je vous signale que ça fait 2 ans et demi qu'on en parle. Alors ne dites pas que vous n'êtes pas au courant. Il y a eu des réunions publiques. Mais voilà. c'est pas ça qu'on a dit. Vous êtes écoutez contre. pas. Qui est contre? Vous Qui est contre? On est contre. Allez, monsieur. contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Allez, on passe aux autres délibérations. Et merci, Madame Casal. Excusez-moi. On a voulu justement que la présentation se fasse par vous, une personne extérieure, bureau d'études. Vous voyez ce qui aurait dû se passer si c'est moi qui l'aurais présenté. Non, mais attendez. Attendez. On continue. Décision modificative numéro 2. Allez-y. Très bien. Merci Martine. et bonsoir. Merci à vous. Merci, Madame Je vais Casal. arrêter la connexion. Merci. Allez. Au revoir. Au revoir, Madame Casal. Bon, décision modificative numéro 2, il s'agit d'ajustements administratifs vus avec la trésorerie. Donc, la première somme de 1538,61, il s'agit de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt Crédit Agricole qu'il faut passer au 0,41 au lieu du 0,40. Donc, vous le retrouvez à la fois en dépenses et en recettes. Les dépenses liées aux clôtures de la rue du Prieuré, que vous allez trouver également en dépenses et en recettes avec la participation des habitants. Et transcrire la participation de la commune à la SIC, les parts sociales qui ont été validées pour le parc agricole de Torcy pour 1 000 €, qui seront financées pour 1 000 € sur l'opération mairie. En section de fonctionnement, ajuster les subventions à hauteur des 3 subventions qui ont été votées précédemment au Conseil pour le lycée, pour le baroque et pour la participation aux mesures acoustiques. Ces 3 800 € sont financés par la subvention du département et une réduction des produits exceptionnels en recettes. Transcrire également les admissions en non-valeur, c'est-à-dire les créances irrécouvrables pour 1 355 €, les intérêts qui ont couru pour le prêt Crédit Agricole et une régularisation d'ICNE. Ça se finance pour 7 104 € sur le chapitre 11 voirie. Voilà les événements. Pour mémoire, pour le crédit, du Crédit Agricole, le taux de l'Euribor actuellement est à 3,99. Donc, si nous n'avions pas renégocié le prêt, nous serions à plus de 5 €. Voilà. Merci. Donc voilà, c'est c'est des réajustements de compte, voilà, mais qu'on est tenu de faire
au fur et à mesure. Y a-t-il des remarques? Qui est contre cette DM numéro 2? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors ensuite, créances irrecouvrable, c'est aussi traditionnel. Vous avez dans la note de synthèse, ça couvre les exercices de 2021-2023. Donc vous avez la procédure, la commune essaye de recouvrer les impayés, arrive un moment, ça part à la perception. La perception fait elle aussi des actions, mais certaines restent improductives. Donc elle nous demande de constater en impayé la somme de 1 355 €. Y a-t-il des remarques? Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Oui. Qui est pour? Merci. Donc le compte-rendu annuel de l'ECRA, de l'année 2022, donc de la ZAC, je vous le dis, mais je l'ai trouvé cette année très bien structuré. Il dit plein de choses, mais on aura besoin de le compléter. Mais la ZAC évolue. Là, à peu près, aménagement 77 est propriétaire d'à peu près 80% des terrains, du foncier. Ce n'est pas neutre. Exactement, si vous voulez les chiffres, 79,6, 80%. Donc, le projet a été revu. Il est l'heure. Pardon. Vous l'avez pris. Donc, le projet a été revu, repris encore dernièrement à travers l'enquête environnementale unique, dont je vous rappelle que le contenu et les réponses faisaient 3500 pages, que ça a été approuvé même par les organismes d'État, qu'il n'y a pas eu de recours à ce jour, ça s'est arrêté, on n'a pas connaissance d'un recours. Donc, voilà, le projet avance et vous verrez que de plus en plus, on décale la pseudo-fin de la ZAC. Voilà. Donc, vous avez tous les éléments. Comme je vous l'ai dit, on va sûrement le compléter par une petite vidéo qui sera présentée par le directeur général d'aménagement 77, qui connaît très bien le sujet, très bien le sujet. Ça donnera, au-delà de l'écrit, une autre version et qui expliquera tous les progrès, les enjeux qui ont été pris en compte et qui vont, pour nous, dans le bon sens. Voilà. Donc, je vous propose qu'on prenne acte de ce CRA et nous avançons. Vous avez aussi le bilan économique et vous voyez que depuis l'origine, le budget a augmenté de 10 millions d'euros. C'est tout. Mais c'est pour caler au mieux les impératifs, les directives environnementales. C'est clair. Quand vous dites, vous prenez une pluie trentenale et que vous intégrez une pluie centenale, c'est plus la même chose. Et donc ça, ne serait-ce que cette directive qui est récente, assez récente, qui a été prise en compte dans la dernière étude environnementale, ça remet en cause tout le traitement des eaux pluviales, des eaux de ruissellement, et c'est ce qui a été pris dans la ZAC. Et le projet, ne vous en déplaise, il a été illustré et défendu dans des tas de revues techniques professionnelles. Voilà. Donc, pour le CRA, on prend acte? Vous prenez acte? Merci. Donc, création de zones d'accélération des énergies renouvelables. Le titre est beau. Donc, on va vous passer, avant, une étude qu'on est en train de faire. Et je pense que, Madame Bise, vous allez être rassurée. Voilà. Allons-y. Bon, bonsoir à tous, merci de me recevoir. Donc, je me présente, Kevin Avram, directeur commercial de la société Energy One. Donc, ma présentation, je vais essayer d'être le plus efficace possible. Ça va s'articuler en 4 axes. Donc, premièrement, je vais présenter notre société de manière globale. Ensuite, je vais présenter notre partenaire financier exploitant qui va financer du coup les centrales solaires sur les bâtiments de la commune, donc la société Enerfree. Ensuite, je vais dire un petit mot sur l'autoconsommation pour que vous compreniez vraiment de quoi il s'agit.
Et ensuite, on va rentrer dans le concret et vous montrer les offres concrètes sur les bâtiments qui ont été retenus, les bâtiments de la commune qui ont été retenus par notre partenaire. Donc, du coup, alors qui sommes-nous? Donc, Energy One, on est une branche du groupe Eco-Consortium, donc active depuis 2017. On a commencé dans tout ce qui est travaux d'isolation des bâtiments professionnels, financés partiellement ou intégralement par le dispositif des C2E, donc des certificats d'économie d'énergie. On a élargi notre champ d'action pour en fait ajouter tous les différents postes de travaux, donc partiellement intégralement financés. Donc ça peut être du passage au LED, des systèmes hydroéconomes, maintenant du photovoltaïque, donc qui sort du cadre des C2E. Donc en fait, on a, si vous voulez, plusieurs partenaires qui prennent en charge l'opération à 100%. Voilà, donc l'idée avec Energy One, c'est d'être votre interlocuteur unique sur tous les différents postes de travaux d'efficacité énergétique. Voilà, on synchronise pour vous donc tous les différents travaux. On intervient sur tout le territoire national, donc par le biais de nos équipes salariées en interne ou de partenaires co-traitants. Donc pour dire un petit mot sur quelques références, donc on intervient dans le domaine, dans le secteur résidentiel collectif, donc tout ce qui est syndic copro, bailleurs sociaux. On intervient dans le secteur public, tout ce qui est collectivité. On intervient beaucoup dans le secteur tertiaire, notamment tertiaire santé, excusez-moi, avec donc des groupes d'EHPAD, des groupes médico-sociaux du type APAGE, ADAPI, etc. On travaille aussi pour des grands comptes, donc le groupe Leclerc notamment, pour le compte duquel on a fait 2 ombrières parking photovoltaïque avec des bornes de recharge pour véhicules électriques. Voilà. Du coup, notre partenaire officiel qu'on a retenu pour vous pour financer les centrales solaires de la commune de Saint-Thibaud-des-Vignes, c'est la société Enerfree, donc je vais présenter. Donc Enerfree, c'est une filiale du groupe Arema Énergie. Donc ils sont qualifiés RGE, reconnaissant garant de l'environnement. Ils sont actifs depuis plus de 15 ans. Donc c'est des investisseurs exploitants, experts en photovoltaïque. En fait, pour vulgariser un peu la chose, ils sont un peu chasseurs de toiture. Ils cherchent de la surface pour donc installer des panneaux solaires et vendre l'électricité à EDF sur 20 ou 30 ans. Et en fait, l'idée, c'est d'offrir un modèle en investissement où ils construisent, ils développent, ils financent, ils exploitent et ils maintiennent l'intégralité de la centrale sur toute la durée du bail. Donc c'est 100% financé et en contrepartie, ils octroient à titre gracieux une partie d'électricité produite qui sera dédiée en fait à l'autoconsommation du bâtiment. Voilà. Donc ils ont actuellement, donc on a plus de 3000 kW crête installés sur tout le territoire national. Et vous voyez le logo Picard, parce que c'est un peu la référence majeure du groupe. En fait, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait exactement avec Picard. Donc les étapes d'un projet, ça commence toujours par un diagnostic donc du bâtiment. On étudie vos consommations, donc on demande toujours une facture d'électricité été, hiver pour voir la consommation du bâtiment. On fait une étude donc de faisabilité technique et financière pour voir à quoi va ressembler la centrale, combien de panneaux on peut installer, en fonction du taux d'ensoleillement, de calculer la rentabilité solaire de l'opération. Et en fait, donc on a plusieurs modèles, mais le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le modèle 100% pris en charge, donc totalement gratuit pour la commune. Et on s'occupe en fait de tout, de A à Z, donc des autorisations administratives jusqu'à la mise en service de la centrale. Voilà, et donc on s'est rapproché de Enerfree parce qu'on partage des valeurs communes, donc l'éthique, professionnalisme et respect des engagements. Mon professionnalisme, je suis un peu en retard aujourd'hui, c'était hors de mon contrôle, un peu compliqué, mais ça arrive. Et du coup, là je vais vous montrer, je vais dire un petit mot d'abord sur l'autoconsommation. Donc l'autoconsommation, c'est le fait donc, de pouvoir consommer l'électricité produite par les panneaux solaires, donc qui est une source sans fin pour l'instant, donc le soleil, source verte, donc qui est libre et gratuite et accessible à tous. Pourquoi agir maintenant ? Parce qu'il y a eu une explosion des prix de l'électricité depuis 2006, donc de plus de 53%. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les banques nous suivent sur ce type d'opération parce que pour eux, c'est un investissement sûr, vu qu'il y a, en fait, si vous voulez, un tarif fixe avec obligation de rachat par EDF à un prix fixe. Donc les banques nous suivent aujourd'hui sur ce type de projet, c'est un investissement sûr. Aujourd'hui, c'est le cas, demain, ça ne l'est peut-être pas. Il y a également
des primes Enedis, donc des primes à l'autoconsommation que vous touchez les 5 premières années de la mise en service de votre centrale pour optimiser la rentabilité de la centrale les 5 premières années. Donc aujourd'hui, c'est encore le cas. Et le contexte réglementaire, il est favorable, il s'assouplit de plus en plus. Aujourd'hui, la législation, elle est en faveur en fait, de l'accélération de ces projets. Avant, c'était très lourd administrativement. Aujourd'hui, les projets vont plus vite. Et nous, l'objectif, c'est de mettre à disposition votre propre installation solaire et de s'engager du coup à réduire au mieux votre facture d'électricité sur l'opération. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour le groupe Picard, donc sur un des bâtiments. Alors du coup, vidéo, voilà, donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Justement, ça va descendre un petit peu. Voilà, donc là je vais faire pause. Hop. Comment on fait pause? Bon. En gros, l'objectif, c'est de vous montrer que donc, les panneaux, on installe est-ouest pour optimiser la rentabilité solaire. Et comme vous le voyez, les panneaux, ils sont lestés, ils sont posés sur le toit. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à l'étanchéité du toit. Donc, il n'y a pas de risque d'infiltration. Ça, c'est assez important. Pour nos installations, le poids des panneaux est de 12 kg. Donc, bien qu'on fasse une étude de portance, etc., 12 kg, ça permet de garantir, d'être assez flexible sur la validité technique du projet. Également, comme par exemple pour le groupe scolaire Pierre Villette ou le groupe scolaire Édouard Thomas, c'est des ERP, donc des établissements recevant du public, du coup, on est obligé de mettre une technologie SolarEdge pour éviter tout ce qui est risque incendie. En fait, les onduleurs, c'est des onduleurs à arc anti-arc électrique pour tout ce qui est prévenir des risques incendies. Et là, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est un modèle clé en main où la maintenance de toute la centrale solaire, donc de la partie qui revient à celui qui finance et la partie qui vous est octroyée à titre gracieux, elle est prise en charge pendant toute la durée du bail, toute la durée du contrat. Et du coup, donc s'il y a des problèmes, toutefois il y a des problèmes au niveau de la centrale, il faut savoir que 95% des problèmes peuvent se régler à distance. Parce que le but, c'est si demain il y a un panneau qui ne marche pas, on ne veut pas venir vous déranger et déplacer constamment une équipe pour monter sur le toit du bâtiment et résoudre le problème. Donc la majorité, à 95%, ça peut se résoudre à distance via un logiciel, donc le logiciel SolarEdge. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop là. Donc là, j'ai pris un exemple d'une centrale qu'on a sur Nîmes, donc une centrale de 20 kW crête et quelques. Donc il y a deux graphiques, donc je vais essayer de le commenter au mieux. Donc le premier graphique en haut, c'est en fait ça vous permet de suivre en tout temps l'état de votre centrale solaire. Donc le graphique en haut, c'est sur novembre et le graphique en bas, c'est sur au mois d'août dernier. Donc pour vous montrer en fait tout simplement le contraste entre été et hiver. Donc sur novembre, en fait la partie haute du graphique, je crois que je peux mettre ma souris, ah oui très bien. Voilà, la partie haute du graphique ici, vous voyez ce qu'il y a en vert, c'est la production des panneaux solaires. Ce qu'il y a en bleu-violet en dessous, c'est la partie qui est auto-consommée. Et ce qu'il y a en orange, donc par exemple ici, voilà, c'est la partie quand les panneaux ne travaillent pas, il faut bien aller chercher l'électricité. Donc ça, on va chercher l'électricité sur le réseau. Donc la partie en fait bleu-violet, c'est la partie qui va être gratuite, si vous voulez, auto-consommée. Et la partie en orange, c'est la partie qui va être payée auprès de votre fournisseur d'électricité. Point important, pendant la durée de vie de la centrale, vous pouvez changer quand vous voulez de fournisseur d'électricité, ça n'a aucun impact. Vous pouvez être avec Engie, EDF, peu importe, ça ne change rien du tout. Et au niveau de l'autoconsommation, ça ne change rien dès le moment où votre centrale travaille. Il y a une partie qui est autoconsommée. Quand on va sur août, du coup c'est logique, le taux d'ensoleillement est plus important. Donc vous voyez que la partie produite et la partie autoconsommée, il y a certains moments où il n'y a même pas besoin d'aller puiser l'électricité sur le réseau. Voilà. Autre chose sur le graphique qui est assez sympa, vous pouvez voir le nombre de kilos de CO2 évités en fait, en termes environnementaux. Vous avez aussi ces indicatifs-là également. Voilà. Là, du coup, on va entrer dans le concret. Donc, c'est la modélisation des centrales solaires sur les différents bâtiments. Donc, pour le groupe scolaire Édouard Thomas, il s'agit en fait d'une centrale de 36 kg qui serait installée.
Et la commune perçoit, donc à titre gracieux, 3 kilos sur ce bâtiment-là. Sur donc le gymnase des Sablons, il y aurait 140 kilos installés pour 13 kilos octroyés et dédiés à l'autoconsommation du bâtiment. Et pour donc le groupe scolaire Pierre Villette, c'est 87 kilos installés pour 8 kilos octroyés à titre gracieux pour votre autoconsommation. En estimatif, ce que ça veut dire, 3 kilos pour le groupe scolaire Édouard Thomas, ça couvrirait environ donc 5% des besoins d'électricité. Pierre Villette, ça serait 12%. Et le gymnase des Sablons, environ 20%. L'avantage de ce modèle-là, c'est qu'il n'y a aucune dépense, encore une fois, pour la commune, que tout est clé en main, de A à Z au niveau des démarches et au niveau de l'entretien de la centrale. Évidemment, ça donne également une image éco-responsable pour la commune. Et voilà, en termes d'étapes, comment ça se passe? Donc on commence par ces premières études et ces calpinages pour vous montrer à quoi la centrale ressemblera. Et en fait, on vous fait une proposition sous forme de promesse de bail amphithéotique qui récapitule en fait les modalités financières de l'opération. Donc combien sera installé, combien est octroyé. Ça parle également au niveau des assurances. Donc, il faut savoir que Enerfree est titulaire de 2 assurances, donc les assurances installateurs et assurances producteurs d'électricité. S'il y a un problème quelconque sur le toit au niveau de la vie de la centrale, pendant la durée de la vie de la centrale, c'est à la charge d'Enerfree. Tous les problèmes liés au toit, c'est à leur charge. Et ils ont tout intérêt à ce que du coup, la centrale soit en bon état et bien maintenue, parce qu'ils revendent l'électricité à EDF, donc s'il y a un problème sur leurs panneaux, il faut bien que ça soit en bon état. Voilà. Après la signature de la promesse de bail, on dépose directement une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie, donc du coup auprès de vous. Normalement, ça prend 1 mois, mais du coup, avec vous, je pense que ça peut aller un peu plus vite. Une fois qu'on a la DP mairie, on fait une demande de tarif du raccordement auprès d'Enedis pour savoir combien le raccordement va nous coûter. Et ils ont 3 mois pour répondre. Une fois qu'on a la réponse, il y a une visite technique qui est déclenchée pour s'assurer de la faisabilité technique de l'installation. Et une fois que les conditions suspensives qui ont été levées, donc qui ont été indiquées en amont dans la promesse de bail sont levées, donc toutes les conditions financières et techniques sont levées, la promesse de bail devient un bail définitif, donc qui est signé devant un notaire. Et une fois que le bail est signé, on passe à la partie travaux, installation et mise en service de la centrale. Voilà, donc c'est assez simple. En moyenne, un projet, entre la signature de la promesse de bail et la mise en service, il faut compter en moyenne 6 mois. Voilà. Du coup, j'ai été très rapide. Vous avez vu, hein, il y a plusieurs solutions. Il y a une solution un peu marne-et-gandoire qui dit la commune installe tout, mais il y a la Banque des territoires à côté et puis il faut investir. Hein. Il y a cette solution où vous ne payez rien, mais le prestataire se paye sur une partie de la vente de l'électricité. L'avantage, c'est que ça gomme toutes les augmentations de tarifs. Hein, et là, on peut négocier aussi avec Enedis, parce que la production est forte, bien sûr, l'été, avec les panneaux. Il y a peu de consommation dans les écoles, voire le gymnase. Et on a possibilité de créditer la consommation, de la garder et de la restituer l'hiver vers un des bâtiments de la commune qui est consommateur. Donc, on peut équilibrer encore plus les consommations. Voilà. C'est un projet. On doit avoir un arbitrage. On devait l'avoir ce matin, mais absence du SDESM, hein, du syndicat départemental, qui vient aussi nous conseiller. Donc, on cherche des solutions au mieux qui rentrent là dans le futur, le projet de création de zones d'accélération des énergies renouvelables. Vous avez dans la note de synthèse toute l'explication avec des plans qui sont joints. En gros, sur Saint-Thibault, vous pouvez développer du méthane, de la méthanisation, vous pouvez développer du solaire, du photovoltaïque. L'éolien est exclu parce que nous ne sommes pas dans une zone déjà de grand vent, mais il y a les aéroports, hein, ça pose
problème. Et la géothermie, on est en limite. Il y a peut-être la frange sud-ouest côté Torcy. Donc voilà. Donc photovoltaïque, le méthane, voilà, un certain nombre de. Et puis je dis, c'est une des solutions d'alimenter nos bâtiments, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres opportunités qui vont se présenter et qui pourront aussi venir suppléer la consommation de gaz et autres de nos bâtiments à travers la chaleur fatale du CITREM, hein, à travers le réseau de chaleur qui va alimenter principalement les collectifs. Hein, c'est déjà en cours. Saint-Thibault, sur le programme, devait être concerné en 2025. Ça alimente les collectifs, mais ça peut alimenter des industriels et ça peut aussi alimenter des bâtiments publics. Donc le réseau est en plein déploiement. Donc il y a plusieurs solutions en énergie renouvelable possibles. Voilà, à nous de regarder au mieux. Et bien sûr que ça nous rapporte sans trop nous faire dépenser, si je puis dire. Voilà, donc vous avez la note de synthèse. Elle est un peu brutale parce que l'État, si vous voyez les dates, on les a eues au mois de juin. Il fallait se décider pour mi-août. On a dit non, on recule. Et puis, bon, il faut faire une concertation, mais elle est relativement simple. C'est des cartes approuvées. Il n'y a aucun problème et aucun vice, si je puis dire, caché. Voilà. Donc, nous devons, bien sûr, voter cette création de zone d'accélération qui sera reprise après par Marne et Gondoire et les diverses intercos. Hein, les communes donnent leur avis et c'est Marne et Gondoire qui portera donc ce projet et qui aidera les collectivités au mieux. Voilà. Y a-t-il des remarques? Non. Donc, merci. Il convient donc d'accepter d'approuver les cartes, hein, qui vont permettre de lancer ce programme d'accélération, ou simplement le dire, de production d'énergie renouvelable. Et vous êtes, comme on a parlé précédemment, on est dedans à fond avec l'Ouest A104, les centrales photovoltaïques. Et puis, il y a d'autres projets aussi qui vont venir, parce que, comme l'on dit communément, dans tous ces projets d'énergie renouvelable, il y a alignement des planètes. Hein, donc, ça pousse de partout et il faut prendre le train au bon moment, tant qu'on peut le faire. Bien. Donc, on approuve cette création, hein, de zone d'accélération des énergies renouvelables. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien voilà, on va y arriver. Bien. Alors, modification de statut de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire. Vous l'avez dans la note de synthèse. Oui, ça, il fallait peut-être... Non, il n'y a pas besoin. Vous l'avez dans la note de synthèse. On a juste... C'était l'implication dans les maisons de santé. Et je reprends. Il y avait aussi un texte sur les créations, aménagements, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbain. Il y avait 2 zones d'indiquées. On les supprime. Maintenant, cette création, elle est générale sur le périmètre de Marne et Gondoire. Voilà, c'est les deux statuts, les deux compétences que l'on modifie. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, je reprends. C'était le SDESM. Ah oui, le SDESM classique. Il y a 2 communes qui rentrent dans le périmètre du SDESM, le schéma départemental des énergies de Seine-et-Marne. Et donc, c'est les communes d'Amartin-en-Goële, nord Seine-et-Marne, et Rissy, plutôt le sud Seine-et-Marne. Donc, chaque fois, on est obligé de voter l'adhésion des nouvelles communes au sein du SDESM. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors là, c'est une régularisation. C'est une vieille histoire à travers plusieurs associations de copropriétaires et qui ont
existé, qui ont disparu, qui ont rené, qui ont redisparu. Donc on avait pris une délibération en 2014, le 27 juillet, pour reprendre cette fameuse allée Galilée et des parcelles qui pouvaient être associées au domaine public. Et ça n'a pas pu se faire. Donc on annule cette délibération et on reprendra à la suite une nouvelle délibération qui va permettre que cette voie et les quelques parcelles soient reprises par la commune. Donc, annulation de la délibération 2014-111. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, lancement d'une nouvelle procédure dite de transfert d'office par enquête publique. En vue de cette régularisation, vous avez c'est une procédure que nous avons lancée nous-mêmes, qui permet d'aller vite et sans recréer la SL. Voilà. Il faut vous remercier, Monsieur Strauss. Et donc, transfert d'office, ça permet... Si, c'est Madame Strauss, elle nous l'a dit. Hein. Ah, bon. Ben non, mais c'est elle qui l'a dit. Alors, on continue. Je ne veux pas entamer de polémique. Hein. Ah, bon. Ben, c'est Madame Strauss, moi c'était public. Alors, procédure de transfert d'office, ça va permettre, il y a un commissaire enquêteur nommé, on a fait un reportage photo, on reprend les espaces comme ils sont, il y aura un peu de travaux, des fissures dans le béton et autres. On a fait tout un reportage pour le commissaire enquêteur. Bon, en principe, c'est les riverains qui vont donner leur avis. Et cette enquête publique aura lieu du 8 au 22 décembre, donc ça va aller très vite. Hein, voilà. Et à ce moment-là, c'est rétrocédé et on verra d'ailleurs sur les petites parcelles, comme il est normal, si on ne peut pas les céder aux propriétaires. On n'a aucune raison de les garder. Puis je crois qu'il y avait une antenne collective qu'on avait aussi supprimée. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Bien, vous avez dans la note de synthèse, je vais un peu vite, mais il y a toutes les parcelles qu'on prend en compte. Alors ensuite, ouverture des commerces le dimanche pour l'année 2024. Ça aussi, délibération traditionnelle par branche, hein, l'automobile, l'alimentaire et le discount. Voilà. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Contre? Oui? Tous ou une? Bon, donc d'accord. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Hein? Oui, c'est bon. Bon. Alors ensuite, règlement intérieur du cimetière. On avait deux règlements, un pour le columbarium, un pour le cimetière très traditionnel. On les a fondus en un seul. Voilà, donc, et on vous propose un nouveau règlement et qui intègre aussi les ouvrages annexes au columbarium, voilà, qui sont en cours et pour certains réalisés. Y a-t-il des remarques? C'est important. Excusez-moi. Oui. Alors, des remarques, bien sûr qu'on va voter Oui. le règlement intérieur, ce n'est pas Oui. le sujet. Oui. Simplement, je trouve que vous êtes très interventionniste. Pardon? Donc, c'est juste pour finir avec le sourire ce conseil municipal, Merci. parce que Oui, j'ai trouvé que vous étiez très interventionniste en n'autorisant pas, par exemple, le fleurissement du columbarium en dehors de la Toussaint et de je ne sais plus quel jour, et des jours de la cérémonie. Franchement, pareil, si on veut mettre une inscription sur une tombe, il faut qu'on vous demande votre accord, vous, monsieur le maire, 4 jours avant. Pour le fleurissement? Alors, pour le fleurissement, il est interdit en dehors de la Toussaint et du jour de la cérémonie. Et en plus, votre bureau va être submergé de demandes parce qu'on va devoir vous demander votre autorisation pour l'inscription sur une tombe. C'est les règlements administratifs, mais on voilà, peut le gommer. C'était la petite touche d'humour, mais j'attire votre attention sur le fait qu'on peut peut-être l'alléger un peu. Non, vous pouvez aller, c'est libre à la fin, en fonction du souvenir de chaque famille. Bien, donc ok, il n'y a pas de problème, on réajuste. Donc, règlement intérieur du cimetière. Qui est contre?
Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, valorisation, donc, oui, les tarifs des concessions et du columbarium, on était un peu en retrait par rapport aux communes avoisinantes et on a tout réajusté. On n'explose pas les prix, mais voilà. Y a-t-il des remarques? Oui, bien sûr. Oui. Alors, oui. J'aurais pu penser que, vu la forte augmentation d'attaques foncières, qui vous a permis d'octroyer à la commune supplémentaire 900 000 €, un peu plus, on aurait pu éviter ce genre de situation. Mais malheureusement, on va augmenter les droits pour que les personnes puissent être enterrées dignement. En revanche, sur la tarification, j'ai regardé la délibération 2020, novembre 2020, et il s'avère que le tableau où les droits d'entrée, caveau provisoire, les frais de séjour du caveau provisoire, tout ça n'existait pas dans la délibération de 2020. Donc ça a été rajouté et j'aurais aimé avoir une explication pourquoi ça a été rajouté. Oui, bonjour. Tout simplement parce que c'est une nouvelle réglementation qu'on a rajoutée parce que justement on va utiliser ce caveau et donc du coup l'équipe municipale a décidé de pouvoir mettre un tarif tout simplement et ça se fait dans toutes les autres collectivités aux alentours. Mais non, c'est un choix que vous faites, que monsieur le maire et son équipe a fait, mais en tout état de cause, il n'y a pas d'obligation légale sur le sujet, puisque jusqu'à maintenant, on ne l'a pas fait. Donc, je trouve quand même que dans un espace aujourd'hui où les habitants ne payent plus de taxes d'habitation, de faire payer des frais de séjour de caveau provisoire à 1,50 € par jour à la personne, je trouve relativement un peu déplacé. Mais bon, c'est que mon avis, hein. Ouais, notre avis. Donc voilà, donc c'est rajouter encore des charges supplémentaires aux familles qui sont endeuillées. Je trouve ça un peu... on n'était pas obligé de faire ça, je pense qu'on n'en avait pas besoin. Mais on est tenu à le marquer, à le dire, et c'est pas... Quel décret? Pas toujours forcément, mais des fois il y a des cas où il faut le faire. Non, mais jusqu'à maintenant, on ne l'a jamais marqué. Mais on vous l'a dit. Je ne vois pas ce que ça a à faire avec la TH. Et la, ah ben si. Non, bon, l'augmentation bon. Vous êtes contre. Non mais attendez. Vous êtes contre. Mais monsieur le maire, vous qui prenez tout à l'heure la démocratie et le fait de dire qu'on était là pour qu'on discutait, qu'on était ouvert aux discussions, en fin de compte, vous n'êtes pas ouvert du tout aux discussions. Encore une fois, à partir du moment où on est contre vous, on n'a pas le droit de citer. C'est tout. Voilà. Comme d'habitude, vous ne changerez jamais. Allez, c'est bon. Vous avez fait votre petit show. On continue. Alors, qui est contre? Tous? Levez bien la main. Parce qu'après, vous allez nous dire qu'on a mal... Donc, contre? Pardon? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Allez, on continue. Donc, les tableaux des effectifs. Alors, on a notre spécialiste. Vas-y, Ludovic. Oui, bonsoir. Merci, monsieur le maire. J'espère que mon intervention générera autant de questions sur la carrière des agents et le tableau des effectifs que sur le reste. J'en suis pas persuadé, mais s'il y en a, je serai prêt à répondre avec grand plaisir. Ah, super, génial. Bon mais c'est pas forcément mon domaine de compétence. Moi, je suis délégué à la RH au juridique, donc je peux répondre sur la RH et le juridique. Chacun son truc. Mais moi, je suis au RH au juridique. Là, vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je peux vous répondre. Donc, dans le cadre de l'évolution de carrière des agents, il y a un certain nombre d'agents qui sont éligibles à un avancement de grade, c'est-à-dire une évolution de carrière, donc qui génère une évolution de rémunération. Pour pouvoir nommer ces agents sur les postes, il est nécessaire de créer un certain nombre de postes, dont vous avez la liste jointe à la présente délibération. Également, sur un des postes concernés, il y a un agent qui a fait une demande de changement de quotité de travail, donc de passer d'un temps complet, 35 heures, à 13h15 hebdomadaires. Donc pour réaliser cette action, on supprime le poste à temps complet et on crée un poste à temps non complet à 13h15 hebdomadaires. Je simplifie, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc la proposition, c'est de créer les postes permettant les avancements de grade des agents, donc leurs évolutions de carrière, la suppression du poste à temps complet et la création du poste à temps non complet à hauteur de 13h15 hebdo. À la suite de la délibération, vous avez le tableau des emplois et des effectifs avant
après et en fonction des modifications. J'ai fait synthétique. S'il y a des questions, je vous en prie. Juste une remarque. On avait tout à fait très bien compris le tableau. Et je pense que si les anciens vous avaient un petit peu expliqué comment se déroulaient les différents conseils municipaux avant que vous soyez élus, puisque c'est votre première mandature, on procédait déjà comme ça. Et on n'avait pas besoin d'avoir une explication aussi lyrique. Attends. Alors, je ne fais pas d'explication lyrique. Par contre, ce que je trouve pertinent, c'est de présenter la délibération, de pouvoir répondre éventuellement aux questions, aussi bien pour vous que pour les membres de la population. Si vous n'avez pas de questions et que tout est clair sur la délib, c'est formidable, tant mieux. Si vous avez des questions, moi, je propose d'y répondre. Je ne peux pas faire mieux en termes de dialogue. Absolument, mais vous avez tout à fait raison. La note était extrêmement claire, on a absolument bien compris. C'est votre introduction qui pose problème. C'est que vous êtes déjà agressif avant même qu'on soit intervenu. Ah là, on est tous agressifs ce soir. Allez, ou est-ce que vous voyez, il n'y a pas d'agressivité à vous proposer une explication? Il faut connaître Ludovic. Mais il n'y a pas de question par contre. Il ressemble à son maire. Dommage, j'aurais souhaité. Bon, s'il vous plaît, on n'est pas dans une cour d'école. Alors, on passe donc à l'approbation de ces modifications. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, alors, dites-le tout de suite. Ah là 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 là. Bon, alors, il y avait des décisions. Y a-t-il des remarques sur les décisions? Merci, il n'y avait pas de questions diverses. Donc, on peut se séparer? Merci. Ah oui, avec grand plaisir. Non, je ne dis pas ça. Non, parce qu'il y a des débats, c'est bien, hein, contrairement à ce que vous dites. Il y a des débats. Mais ce n'est pas fini, vous allez voir. Allez, on continue. 20h, 49, allez-y.